Bien, vous voyez, je maintiens comprimé l'air à l'intérieur d'une bouteille en plastique. Vous constatez qu'il y a plein d'eau sur les parois. L'eau liquide et l'eau vapeur à l'intérieur de cette bouteille sont en équilibre thermique. Je lâche la pression que j'exerce. Il se crée une détente et vous n'observez rien de spécial. Je vais reprendre la même expérience, mais cette fois-ci, je vais jeter une allumette enflammée dans la bouteille avant de la refermer. Je gratte une allumette et je la jette à l'intérieur. Voilà. Je ferme. Vous voyez qu'une fumée due aux poussières de carbone qui ont occupé toute l'atmosphère. Je comprime. J'attends un petit peu que l'équilibre thermique se fasse et je crée ma détente. Vous voyez la formation d'un brouillard aussitôt après cette détente. Des gouttelettes d'eau se sont formées autour de toutes les petites particules de carbone qui étaient en suspension dans l'atmosphère. À la fin du XIXe siècle, le physicien Charles Wilson se passionne pour la formation des nuages. Il travaille un temps au laboratoire de météorologie du Ben Nevis, qui est situé au point culminant de l'Écosse. Impressionné par la beauté du monde selon ses propres propos, il admire, observe et essaye de comprendre la formation de nuages. Il ambitionne ensuite de réaliser cette formation de nuages en laboratoire. L'ingénieur John Atkins avait déjà réfléchi sur cette formation de brouillard qui n'est pas évidente. Il avait remarqué que la présence de poussière favorisait justement cette condensation de vapeur d'eau. Il a expliqué ainsi la formation de fog à Londres à l'époque de la première révolution industrielle. Wilson commence ses travaux au laboratoire Cavendish à Cambridge à partir de 1895. Simplement, à la différence d'Atkins, Wilson a cherché à faire disparaître les poussières et il s'est aperçu qu'il y avait encore de la condensation, mais cette fois-ci, cette condensation était due à la présence d'ions qui jouaient le rôle de germes de condensation. Au laboratoire de Cambridge, la démarche n'est pas romantique, mais très pragmatique. On étudiait les ions et on cherchait donc à fabriquer du brouillard autour de ces ions. En 1896, Wilson irradie l'air chargé de vapeur avec des rayons X et constate la formation d'un brouillard anormalement dense. Il constate également le même phénomène lorsqu'il introduit des roches uranifères dans cette chambre. En 1898, on sait avec Marie Curie que les rayons uraniques sont un exemple de radioactivité. La même année, Wilson écrira que les expériences d'expansion sont probablement l'une des méthodes les plus sensibles de détection des rayonnements issus de la radioactivité. En 1911, s'éloignant de la météorologie, Wilson irradie sa chambre avec des particules alpha et bêta issues de corps radioactifs. Ces particules laissent des traînées dans la chambre qu'il peut photographier. Rutherford, enthousiasmé, dira qu'il s'agit de la plus belle expérience du siècle. Et malgré tout, les physiciens n'ont commencé vraiment à s'intéresser à la chambre de Wilson qu'à partir de 1920. Et pendant 30 ans, eh bien, cet instrument va rendre de nombreux services dans la compréhension des phénomènes de radioactivité. Comme découverte importante,
On doit la découverte de l'électron positif par Anderson. Frédéric Joliot a beaucoup amélioré le fonctionnement de cette chambre et a fait lui aussi des découvertes très importantes. Il aura montré, entre autres, la matérialisation des photons gamma de forte énergie en électrons et positrons. Une des dernières belles expériences faites avec la chambre à brouillard par Frédéric Joliot est la matérialisation de la fission d'un atome d'uranium. La source radioactive est ici une aiguille d'un réveil que l'on trouvait dans le commerce dans les années 1950, noyée dans la substance phosphorescente, il y a quelques microgrammes de radium. Donc vous observez une gerbe de traces autour de cette aiguille. Les particules alpha donnent des traces épaisses comme celles que vous observez en ce moment. Elles sortent de l'aiguille à une vitesse comprise entre 15 000 et 20 000 km par seconde pour être arrêtées un peu moins de 10 cm plus loin. Les particules alpha sont des noyaux d'hélium. Ce sont des particules très massives et qui ne sont pas déviées au cours de leur choc et qui ont des trajectoires quasi rectilignes. Pour pouvoir être freinées à ce point, les particules alpha émises subissent des chocs contre les molécules de gaz qu'elles trouvent sur leur trajet. On compte environ 150 000 paires d'ions qui sont créés par particules émises. Il y a instantanément condensation sur ces ions, ce qui permet de suivre la trace des particules émises par cette source. Pour voir la pénétration des rayons alpha, nous mettons un petit cache en carton à côté de l'aiguille et vous constatez que l'émission ne se fait plus derrière le carton. Eh bien, les particules alpha sont arrêtées. Entre les grosses traces qui sont caractéristiques du rayonnement alpha, vous pouvez observer des traces fugaces, zigzagantes. Ce sont les traces laissées par les électrons émis par la source. Il n'y a aucune source radioactive à l'intérieur de l'enceinte et pourtant vous constatez de temps en temps une trace qui traverse la zone sensible. Ces traces sont dues à des muons qui proviennent du rayonnement cosmique. Maintenant, je vais rajouter à l'intérieur de la chambre une source d'américium 241. Voilà. Alors, vous voyez apparaître des traces très fines qui disparaissent très rapidement. Ce sont des traces de rayonnement bêta, puisque l'américium 241 est un émetteur bêta-, c'est-à-dire émetteur d'électrons. Cette source provient d'un détecteur de fumée anglais. Ces détecteurs de fumée sont interdits en France depuis 2011. Les nouveaux détecteurs de fumée français sont basés sur un autre principe et ne font plus appel à la radioactivité. Alors le principe repose sur le fait que lorsqu'un gaz se trouve à une pression et une température très proches de ces conditions de condensation, les gouttelettes vont apparaître lorsque sont présents des germes de condensation. Ici, ce sont les ions qui sont formés par le passage des particules chargées qui ont été émises par la source radioactive. Il y a deux procédés pour arriver à la sursaturation.
Le premier procédé consiste, comme dans la chambre de Wilson, de créer une détente adiabatique, c'est-à-dire une détente très rapide, telle que les échanges de chaleur ne puissent se faire. Donc la pression baisse, mais la température baisse également, et l'atmosphère gazeuse dans la chambre, méthanol ou éthanol, se retrouve en état de sursaturation. Et la condensation va pouvoir se faire aussitôt après l'apparition d'un ion. Deuxième méthode, c'est celui de la chambre dite à brouillard permanent, qui n'est pas basée sur une détente. On imbibe de méthanol un feutre qui est situé dans la partie supérieure de la cuve. Ce méthanol va se vaporiser à l'intérieur de celle-ci et les vapeurs de méthanol, en arrivant en bas, vont être au contact avec une plaque métallique à la température de moins 90 degrés Celsius. Cette température est obtenue à l'aide d'un mélange réfrigérant constitué d'alcool à brûler refroidi à l'azote liquide qui va pouvoir maintenir la température très basse de cette plaque. Les vapeurs de méthanol vont se retrouver dans un état de sursaturation. Si l'on met une source radioactive, les particules ionisantes alpha ou bêta émises par cette source vont créer des ions derrière eux, et tous ces ions formés vont être des germes de condensation, et instantanément des gouttelettes vont se former sur la trace de ces particules. Il suffit ensuite d'éclairer avec une source lumineuse, et la lumière diffusée par ces gouttelettes va permettre de visualiser la trace des particules émises.